Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est le premier top de la rédac. On est ravis de vous accueillir et d'accueillir Mathieu. Bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. T'es bienvenue, t'es chez toi en même temps. Alors on est content de faire cette première vidéo de top de la rédac, parce que ça fait longtemps qu'on avait ça dans les tiroirs et qu'on trouvait pas le temps de le faire. Tout simplement parce que pour une fois on va parler de nos préférences à nous, et pas dans un ludo-chrono ou dans une interview éditeur ou auteur sur les salons. On a finalement peu de vidéos où on parle de nos avis, on parle de nos préférences, et là ce sera l'occasion de le faire, ce sera pour vous aussi l'occasion de découvrir un peu mieux nos profils de joueurs, et puis ce sera l'occasion de parler jeux, et parler bons jeux, voire très bons jeux, normalement. Normalement. On compte sur toi. Je peux aimer des croûtes, mais... on va voir ça tout de suite. Est-ce que ça a été dur de faire un top 10 ? Nope. En fait, j'ai fait un top 20, et après j'ai dit, ok, qu'est-ce que je pousse en haut ? Et puis ça a été très très vite. Je pense qu'en 20 minutes, c'était plié. Ah oui. Ouais. Parce que vraiment, il y a des trucs... en tant que joueur, voilà, ça m'a tellement marqué que je devais les mettre haut. Alors Mathieu, vous le connaissez bien parce qu'il est souvent sur les ludo-chrono et les interviews de salon, comme je disais tout à l'heure. Si vous lisez ludovox.fr, vous savez qu'il écrit sous le nom de plume Humberling, donc vous savez que voilà, souvent il fait des retours sur des jeux ou sur des applis. Et des news aussi. Et des news. Mais du coup, voilà, là vous allez découvrir un peu plus son profil de joueur. Comment tu te décrirais en tant que joueur, toi ? Je suis assez éclectique, j'aime bien beaucoup de trucs. Je suis naze aux jeux d'adresse et de dextérité. Aux jeux de rapidité, ça dépend. Mais surtout, moi, ce que j'aime bien dans les jeux, j'aime bien plusieurs trucs. J'aime bien la complémentarité du jeu. Donc les jeux à combo ou à moteur, ça a tendance à me plaire. Mais j'aime aussi les jeux très narratifs. Après, je suis souvent assez critique parce que je suis juste quelqu'un d'affreusement difficile, dans l'un comme dans l'autre, mais surtout en narratif, j'ai tendance à être très très difficile. Parce qu'il y a une autre casquette de Mathieu, c'est d'être auteur de romans. Donc forcément, on aime bien avoir son avis sur les jeux narratifs parce qu'il est exigeant là-dessus. Et on va voir que dans ton top, il y a quelques jeux narratifs qui ont réussi à se hisser. Pas tant que ça. Il y en a quelques-uns. Mais il y en a un peu, ouais. Mais en tout cas, voilà, ça me gêne pas de jouer à des tout petits jeux qui prennent 2 minutes ou à des jeux qui durent 4 heures. On va voir ça tout de suite. On commence ? On commence avec le numéro 10. Alors on commence tout de suite avec le numéro 10. Alors mon numéro 10 c'est Elysium. Elysium, un jeu qui est sorti en 2015, donc un jeu de cartes et de combos où on va avoir donc 8 dieux de l'Olympe. Et ensemble, on va essayer de créer des interactions, des combos avec ces dieux, sachant qu'en fait, on va les placer dans une zone qui est l'Elysium. Et dans cette zone-là, elles ne feront plus que marquer des points. Elles ne pourront plus s'activer, donner des pouvoirs. Donc, il va falloir trouver le bon moment où on les passe dans l'Elysium et le moment où elles sont plus intéressantes dans nos colonnes pour faire des actions. Donc, un jeu de combo avec de l'interaction quand même entre les joueurs, un petit peu de hasard aussi. Pour les amateurs de jeux de cartes. Ouais, alors effectivement, il y a vraiment quelque chose d'assez particulier qui est cette distinction entre le domaine où les cartes ont des pouvoirs et l'Elysium où elles n'en ont plus. Et donc, tu es obligé de réfléchir à comment tu vas avoir les ressources pour passer les cartes dans l'Elysium. En même temps, tu vas drafter les cartes. C'est un jeu au final un peu de draft. Et donc, t'as toujours de l'attention, t'as toujours de l'interaction où tu vas faire des trucs méchants pour les autres, et suivant le pool de dieux, parce que t'en as 8 dans la boîte, mais tu vas jouer avec 5 à la fois, tu vas avoir vraiment plein de trucs qui vont se passer, parce que si t'as Zeus, tu vas générer des points de victoire, alors que si t'as par exemple Arès, il y a un nouveau podium qui se met en place, si t'as Poséidon, tu vas détruire des choses chez les autres, donc il y a vraiment des interactions entre les cartes qui font que tout le temps, alors tu découvres pas des synergies de ouf à toutes les parties, parce qu'au bout d'un moment tu commences à connaître, mais quand même ça paraît toujours frais et les dilemmes sont toujours là. Même après plein de parties, les dilemmes sont toujours là, j'ai toujours envie d'y rejouer, alors que j'ai même pas testé les extensions fan-made, parce que ça devait avoir des extensions, les gens aiment bien, et du coup il y a des extensions fan-made avec des nouvelles divinités, je les ai même pas essayées. Mais en fait, le jeu de base me suffit bien, même si j'aimerais bien une petite extension. Du coup, c'est la rejouabilité surtout qui fait pour toi la différence, le truc en plus par rapport à pas mal d'autres jeux de combo finalement. La rejouabilité et puis vraiment le dilemme perpétuel, parce que t'es tout le temps en train de faire des choix horribles. Après, il y a cette destruction de moteur, on construit un peu ces interactions, ces combinaisons, et on doit détruire après...
Il y a d'autres jeux qui ont fait ça après. Il y a Paper Tales qui a fait ça, qui était sorti avant, mais bon, qui est pas dans mon top, hein, mais voilà, qui est vraiment excellent, qui était dans le top 20. Et qu'est-ce qui a fait que tu as plutôt préféré Elysium? En fait, Elysium, il est peut-être un peu plus méchant, un petit peu plus, il y a plus d'interactions fortes. Et je pense que c'est ça qui me plaît aussi, c'est que c'est un jeu qui a pas peur de dire ok, on va bloquer quelqu'un, on va lui donner le pire, parce que en fait, on est là pour faire la compétition. Donc t'as oublié tout à l'heure de dire que t'étais aussi un joueur qui aimait bien... J'aime bien la confrontation, mais après, je suis pas très bon en orientation spatiale. Genre, tu vois, les jeux d'arène, je suis pas ouf dedans. Ah oui, mais après la confrontation, ça peut prendre plein de formes. Ça peut prendre plein de formes, ouais. On va voir ça tout de suite avec le numéro 9, qui, il me semble, au niveau confrontation, est pas mal. C'est pas mal, ouais. Allez, tout de suite dans le numéro 9. Alors, le numéro 9 de Matt. Eh ben, mon numéro 9, c'est Kemet. Kemet, donc un jeu qui est sorti en 2012, un jeu très interactif, de conquête, d'influence. On va jouer des dieux égyptiens cette fois-ci. T'aimes bien les dieux aussi, j'ai l'impression. Cette fois-ci, c'est des dieux égyptiens. Donc, on va essayer de dominer les meilleurs territoires du plateau dans le but d'avoir un certain nombre de points de victoire. C'est un jeu en fait en points de victoire, malgré les apparences. Le jeu se termine dès qu'on atteint un certain nombre de points de victoire. Et on va gagner des points notamment en attaquant les autres. Autant dire que voilà, on se rentre quand même bien dans l'art. On va aussi gagner des points en se développant un maximum, donc on va gagner des pouvoirs, et ça devient très vite très asymétrique, parce que ces pouvoirs sont très très importants dans le jeu. Il y a certains pouvoirs d'ailleurs qui amènent des créatures fantastiques qui sont représentées par des magnifiques figurines. C'est un jeu de figurines, avec des figurines en tout cas. Et donc c'est tout ça mis ensemble, ça fait un jeu très très compétitif, très tendu aussi, mais c'est toi qui veux nous en parler. Parce qu'il est quand même dans ton top 10. Il est quand même dans mon top 10, ouais. Alors, j'ai pas beaucoup joué à Kemet, paradoxalement, mais en fait, il m'a laissé des souvenirs vraiment impérissables, et du coup, je savais qu'il serait là assez vite. Alors, je me suis posé la question avec le numéro 8, vous allez voir, bon bref, qui ressemble un petit peu sous certains aspects. Ce qui me plaît vraiment dans Kemet, c'est effectivement le fait que, au début, tu as vraiment l'impression qu'il s'agit d'un jeu de développement, et à partir du deuxième tour, tu dis, ah non mais, il faut que j'aille latter les gens, en fait. Il faut vraiment que je sois super agressif, sinon je vais les laisser se développer, c'est eux qui vont gagner. Et en plus, il y a un aspect combinatoire, parce qu'en fait, on a cette huile pouvoir, cette huile divinité, je crois, et on va les récupérer, on peut avoir des ressources, ou juste améliorer son jeu avec, mais en même temps, il y a vraiment des combinaisons de pouvoirs différentes qui vont créer des arbres de stratégie, des arbres de technologie, qui ont la richesse d'arbres de technologie de jeu de Civ. Et en fait, rien que ça, alors on le prend frontalement dans la gueule à la première partie. Ça c'est un peu violent, mais après, c'est ce qui fait la richesse du jeu. Tu vois que quelqu'un a pris cette tuile, tu fais, il faut vraiment que je monte pour lui prendre la suivante, sinon il va arriver, il va avoir une super combo. C'est vrai que la première partie, on découvre les 30 tuiles, là, je sais plus combien il y en a. Il va falloir toutes les lire, toutes les intégrer, se dire si je prends ça, ça me sera intéressant. Si après je prends celle-là, c'est quand même pas évident de voir la stratégie qu'on va mener, quoi. C'est là où ça a peut-être un peu mal vieilli, c'est-à-dire que effectivement la première partie elle est un peu pas sacrifiée parce que tu commences à pouvoir faire des choses et puis tu peux te rattraper en fait. Il y a un mécanisme de rattrapage, de catch-up qui est assez important parce que finalement si tu commences à être un peu faible, les gens vont pas forcément t'attaquer parce qu'on essaye de taper sur le gagnant pour lui voler ses points de victoire grosso modo. Et du coup, on va te laisser tranquille, tu vas pouvoir te développer et tu peux l'arracher la victoire. Mais c'est vrai que la première partie, t'as l'impression de pas avoir fait des trucs optimaux, et à partir de la deuxième, tu sais ce que tu vas faire et tu sais vers quoi tu vas aller. T'as vraiment des stratégies sur lesquelles t'as envie d'aller parce que tu veux essayer tel monstre, mais tu sais que si tu veux essayer tel monstre, il faut prendre ça parce que c'est un petit peu plus optimal. Tu vois les armes en fait. C'est vrai que c'est un jeu qui est assez violent dans son interaction parce que comme tu le disais tout à l'heure, il y a des points de victoire qui sont volants, c'est-à-dire que tu vas les avoir tant que tu maintiens certaines conditions et les autres peuvent très bien essayer de venir te récupérer ces points et du coup forcément on va rentrer dans l'art de manière très très personnelle quoi. Et ça t'es super à l'aise avec. Ouais, je m'en fous. Quand je joue, j'ai juste envie de jouer avec des gens et c'est cool. Ça peut être de la coop, j'ai rien contre les jeux coop, mais j'aime bien les jeux où on se vole dans les plumes et c'est pas grave, tu vois. Voilà. Alors si vous aimez ça, Kemet, ça fait vraiment partie des jeux à avoir essayé. On va voir ce qui se passe au niveau du numéro 8, qui c'est vrai dans son ADN est assez proche. Je suis curieuse de savoir ce que tu vas nous dire.
À tout de suite sur le 8. Alors le numéro 8 de Mathieu s'appelle Blood Rage. Blood Rage, donc un jeu de 2015. Vous avez les petites infographies en bas qui vous en disent plus sur le nom des auteurs, mais c'est Eric Lang, hein, bien sûr. Donc c'est un jeu qui se situe dans l'univers viking, on joue des clans de vikings en plein Ragnarok, et c'est vrai que c'est assez proche de Kemet dans le sens où il y a de l'affrontement, il y a des combats, il y a du placement, voilà, il y a surtout ce qui fait la différence peut-être du draft de cartes, ce qui est très important puisque vous allez choisir les cartes qui vont vous donner des capacités, qui vont vous permettre de combattre, qui vont vous donner des objectifs. Donc là aussi, plus on joue, plus on sait dans quelle direction on va partir pour forger sa stratégie. C'est aussi un jeu de points d'action, où on va dépenser nos points d'action pour se déployer, se déplacer, jouer nos cartes ou attaquer. Et puis à la fin de chaque tour, il y a le Ragnarok, donc une partie du plateau qui se détruit, avec les unités qui sont dessus, qui sont balayées, mais c'est pour la gloire, donc ça rapporte des points. Alors qu'est-ce qui t'a plu dans Blood Rage ? Blood Rage, il y a plein de choses qui me plaisent dedans. Ouais. Je dois avouer que je suis complètement fan de cette capacité que Eric Lang a à créer un système qui est complexe et en même temps qui est hyper simple à jouer. Ouais. Parce que là vraiment, au début, les gens savent pas vraiment ce qu'ils vont faire. Ouais. Tu leur donnes des cartes en main, ils savent pas quoi faire. Tu les drafts à la Seven Wonders ou autre, et puis après, ils disent « Ah ok, mais en fait je fais ça avec, tac, tac, tac », ils commencent à jouer, fin de la première manche, il y en a 3 dans le jeu, fin de la première manche, les gens savent jouer, ils savent exactement ce qu'ils ont merdé. La plupart du temps, quand je le fais découvrir à plusieurs nouveaux joueurs, on joue la première manche, et après on recommence la première manche pour faire une partie entière. Comme ça, ils n'ont pas l'impression d'avoir les défauts de la première partie, ils ont juste vécu 10 minutes un petit peu difficiles au début, et après ça se passe bien. La deuxième chose qui me plaît vraiment, c'est qu'on construit son asymétrie. Au lieu de commencer directement avec un truc hyper asymétrique, on commence tous avec le même clan, et puis après, on va dire ah ouais mais moi je gagne plus de choses quand je gagne des batailles, tiens moi en fait je vais avoir plein de points de rage, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça, moi j'ai telle créature qui va t'écraser quand je vais arriver, et on va vraiment créer un moteur à soi, on va vraiment créer des synergies à soi. Il y a une grande richesse de cartes, et puis il y a des extensions qui viennent un petit peu faire avancer le truc. Je suis pas hyper fan des extensions par contre, voilà, c'est juste pas super mon truc. Elles sont pas nécessaires pour profiter du jeu de blague. Ouais, non, complètement pas. J'ai vraiment la boîte retail et boutique et ça me suffit très largement. Il y a vraiment beaucoup de rejouabilité dedans et ça me suffit bien. Et les figurines ? Les figurines sont ouf. Donc c'est Cool Mini or Not, Simone qui l'a publié, et même les visuels en fait c'est tout des visuels d'Adrian Smith, donc il y a un parti pris d'avoir quelque chose d'assez brossé rapidement au noir et blanc avec beaucoup de contraste sur les cartes actions, sur les cartes qu'on draft. Mais il y a vraiment des couleurs particulières et il y a vraiment une énergie dans le jeu qui est à la fois carré, qui correspond bien aux Vikings, et en même temps c'est hyper lisible, ça marche super bien, c'est juste parfait. Un beau travail d'édition. On va faire un tout petit saut, comme vous allez le voir, avec le numéro 7. Tout de suite, le numéro 7. Alors le numéro 7, je parlais d'un petit saut parce qu'on était sur des gros jeux quand même. Et là, c'est beaucoup plus... c'est The Mind. The Mind. Donc The Mind qui est dans une toute petite boîte. Voilà. Plus léger, plus petit, plus familial, un jeu un peu all-in, objet ludique non identifié, puisque on pourrait le décrire comme un jeu de télépathie, où en fait on a tous une main de cartes, et on va essayer de se défausser de nos cartes, sans parler, et il va falloir les jouer dans l'ordre croissant. Par exemple, j'ai un 1, vous avez un 2, je dois jouer le 1 avant que vous posiez le 2. Et tout ça sans parler, simplement on se regarde dans les yeux, on sent l'atmosphère et on essaie de jouer au bon moment. Donc ça paraît complètement surréaliste quand on l'explique. Quand on regarde des gens qui savent jouer, on dirait un tour de magie aussi. Et en fait, ça marche, pas toujours, mais globalement ça marche très bien. D'ailleurs, le jeu avait eu l'As d'or l'année dernière, en 2019, et il avait été nominé au Spiel également. Qu'est-ce que ça a été pour toi l'expérience The Mind ? C'est assez incroyable. T'as très bien décrit ce que j'ai ressenti en jouant, parce qu'en fait c'est vrai que tu touches aux limites du jeu, t'es vraiment dans l'expérience presque autant que dans le jeu, et puis il y a des gens qui n'arrivent pas à lire toute cette communication non verbale, et en fait
tu dois composer avec eux. Donc il y a vraiment une courbe d'apprentissage. Et au début, les gens disent ah mais c'est aléatoire. Et en fait non, il y a une vraie courbe d'apprentissage. Il y a vraiment des techniques. Et tu sens que tu es en train de jouer un truc différent, qui te plonge vraiment dans un état d'esprit qui est assez frais dans le milieu du jeu. T'es pas en train d'optimiser, t'es pas en train de te confronter, de te battre contre un timer. Non, t'es juste en train de réfléchir en fait, mais dans la tête de l'autre. Et vraiment, il y a un côté empathie qui est hyper agréable et particulier. Et en plus, j'avoue que j'ai aussi joué à The Mind Extreme qui a 2 piles. Donc voilà, on peut vraiment compliquer la donne avec The Mind Extreme qui a une pile ascendante et une pile descendante qu'il faut jouer en même temps. Et là, on rentre vraiment dans quelque chose d'assez assez magique. Ouais. C'est vrai que c'est un jeu d'intuition, de concentration, d'observation de l'autre, mais il y a aussi un vrai travail de game design dessus, puisqu'il y a des niveaux, on a des jokers qu'on peut jouer, des vies qu'on va perdre. Après, il y a aussi surtout, pour moi, c'est vraiment des moments hyper forts où on se regarde tous dans le blanc des yeux et puis il y a quelqu'un qui joue le 47. Là, je vois quelqu'un qui sue, qui commence à se précipiter sur ses cartes et il y a quelqu'un qui met le 48 et la personne après qui dit 49. Ouais. Et là, on se dit, on a mis 3 cartes dans l'ordre, mais il n'y a aucun moyen de savoir pourquoi on a mis ces cartes à ce moment-là et comment on y est arrivé, mais on y est arrivé. Ouais. Et vraiment, tu ressors de la partie, t'es là, waouh, on y est arrivé, de justesse, on l'a arraché avec les dents. Waouh. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, il y en a qui disent qu'il suffit de compter, finalement, dans sa tête. On compte pas tous à la même vitesse. Ouais, voilà. Moi, c'est ce que je réponds en général aussi, donc je vais pas te contredire, mais voilà, pour certains, le jeu peut faire un flop à cause de ça. Est-ce que c'est aussi la difficulté à lâcher prise et à simplement essayer de vivre cette expérience un peu particulière? Il y a aussi le fait que, en fait, t'as une main variable. Tu commences avec une carte, puis avec 2 cartes, puis avec 3 cartes, puis tu finis avec 8, 10, 12 cartes. Quand tu commences avec une carte, si t'as 99, est-ce que tu vas vraiment compter 99 secondes avant de poser ta carte? Non, tu vas faire un raccourci. Et en fait, c'est ces raccourcis qui te mettent dedans. Non seulement tout le monde compte pas à la même vitesse, mais en plus, il y a ça qui va vraiment venir mettre une barrière et qui est assez intéressant. C'est quand même beaucoup plus intéressant d'essayer de rentrer dans la tête des autres et de voir où ils en sont. Faut s'ouvrir à l'expérience. Vous allez voir, c'est bien. En parlant d'entrer dans la tête des autres, on va voir ce que tu nous as mis en 6e position. À tout de suite pour le 6e jeu. Alors, le numéro 6... Mon numéro 6, c'est Battlestar Galactica. Eh oui, forcément. Eh oui, forcément. Battlestar. Alors, adapté de la série, éponyme. Oui, tout à fait. Un jeu semi-coopératif, puisque tout le twist du jeu, c'est qu'il y a 2 équipes qui s'affrontent, mais on ne sait pas dans quelle équipe vous êtes. Enfin, on ne sait pas les autres dans quelle équipe ils sont. Il va falloir essayer de le découvrir à travers leurs actions, essayer de percer leur bluff à jour, sachant que voilà, il va y avoir d'un côté les humains qui sont à la recherche de la Terre et les Cylons qui eux, tout simplement cherchent à détruire les humains. Donc voilà, c'est assez pour la boîte de base en tout cas. C'est alors le truc, c'est qu'au départ, on a tous un objectif caché, et puis au fur et à mesure de la partie, on va essayer de commencer à sentir un peu ce que cherchent à faire les uns et les autres. Et à peu près au milieu de la partie, il va y avoir un agent dormant qui va se réveiller. C'est ça, hein, qui a son objectif qui va s'activer. Donc là, forcément, la suspicion, les accusations fusent de plus en plus, sachant que à chaque tour, il y a une crise qui apparaît sur le navire. Ça peut être des pénuries, ça peut être des attaques, etc. Et chacun va devoir essayer de répondre à cette crise en jouant une carte, mais cette carte, elle est jouée face cachée. Donc forcément, les Cylons vont essayer plutôt de saboter, tandis que les humains essayent de résoudre la crise. J'aide un peu, pour ceux qui savent. Alors du coup... Qu'est-ce qui t'a tant marqué dans Battlestar Galactica? Alors dans BSG, alors déjà des jeux en équipe cachée, il y en a plein. J'aurais pu parler de Avalon, The Resistance, qui sont excellents. Mais là, en fait, on se retrouve vraiment dans une ambiance où on a le temps. En fait, on a le temps de discuter. On n'est pas dans un système étriqué avec 3 tours dans lesquels on va faire 3 missions. Là vraiment, c'est un jeu qui dure 2-3 heures. Ouais, ça dure la soirée. On va pouvoir vraiment discuter. C'est un jeu sur la parano en fait, parce que en plus, chaque joueur va incarner un personnage qui a ses limitations. Et il y a des moments, tu dis bah non, je peux pas aider sur cette crise. Je suis désolé. Hein, regarde, moi je pioche très peu ces couleurs-là, donc je peux pas aider. Et si tu veux, je peux mettre des cartes, mais ça sert à rien. Ou ça va aller contre la crise. Forcément, quand tu fais ça, tout le monde te regarde de travers. C'est ça. Sauf qu'en fait, tu peux très bien dire la vérité. Ouais.
Et ouais, chaque joueur va avoir des pouvoirs, donc un pouvoir activable une fois par partie et un pouvoir normal, mais aussi une limitation. Et cette limitation, elle vient vraiment changer la donne. Après, il y a vraiment tout un système thématique autour avec les salles du Battlestar qui vont être endommagées, des centurions qui vont avancer, qui vont essayer d'aller vers le poste de commandement, l'extérieur qui est complètement blindé de vaisseaux qu'il faut aller dégommer avec des pilotes. Et ça marche en fait, t'as vraiment l'impression d'y être. Et je pense que c'est ça qui me porte le plus, à part les moments dramatiques où quelqu'un dit « Ah ah, j'étais si long, ah ah, vous avez perdu !» Ou en tout cas, vous allez vraiment souffrir. À part ces moments-là, ou même les moments où tu arrives à arracher la victoire en étant si long ou humain, hein, c'est pas le problème. Je pense que vraiment, le fait que ça soit aussi thématique et aussi réussi thématiquement, c'est ça qui me marque dans ce jeu. Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de connaître la série pour vraiment profiter justement de cette thématique ? Je suis pas sûr, mais je connais la série. Ouais. Et cela dit, j'ai commencé à voir la série après avoir joué au jeu. D'accord. Donc, je me dis pourquoi pas. Et depuis, parce qu'il a quelques années maintenant, parce qu'il est sorti en 2008, depuis, il y a eu d'autres jeux qui ont creusé le sillon qui avait été forgé par ce jeu-là, qui est culte. Dark Moon, par exemple, qui est pas mal. Dark Moon, ou dans un style un peu différent, mais malgré tout, il y a cet aspect-là un peu paranoïa dans Nemesis. Je sais pas si tu y as joué. J'ai pas joué, j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai très envie, mais pas encore fait. Donc du coup, est-ce que depuis tu as pu faire d'autres expériences qui peut-être te font dire que il a peut-être un peu vieilli, il est peut-être un peu lourd ou répétitif, long? Alors répétitif, pas tant que ça. Tu vas vraiment avoir des situations de jeu très différentes. Et puis de partie en partie, tu veux entreprendre un pilote, prendre le mécano, c'est juste deux mondes différents. Un peu lourd, oui, clairement, le système de jeu est un peu lourd. La première partie, en plus, les joueurs, ils vont commencer à dire « Ah ouais, mais attends, si je suis si long, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai fait ça ma première partie, et ça gâche tout. Ça gâche un peu tout, donc en général, t'as tendance à dire « Non, mais c'est bon, on remballe, je vous explique ce qui se passe, et puis après, on verra. » C'est ça. Tu découvres ta carte personnage et tu fais « Ah, je peux avoir le livret de règles ?» Là, c'est mort. C'est mort, ouais. Mais du coup, il y a vraiment... en tout cas... C'est vrai que c'est pas hyper élégant partout, mais pour moi c'est un peu unique dans le genre de sensation que ça va donner. Ça vaut le coup d'essayer. Après il est plus très disponible, même si j'ai entendu des bruits de couloir sur une réédition, une réimpression. Après, moi je sais que les extensions m'ont beaucoup parlé parce qu'il y avait plein de modules différents qui viennent changer certains aspects du gameplay qui sont pas super, ou qui viennent rajouter des aspects hyper bienvenus. Une batterie de nouveaux personnages, une batterie de nouveaux modules. On les a pas tous mis en même temps parce qu'en fait c'est vraiment des modules que tu vas jouer indépendamment et ça rend le jeu vraiment diversifié. Du coup, parmi toutes les extensions, si tu en avais une que tu conseillerais, ce serait laquelle? Alors Pegasus, parce que le plateau Pegasus et les personnages qui vont avec, Elena Kane et Ellen Tai sont fantastiques, et puis ça introduit des choses vraiment différentes en termes de mécanique. Et après, j'avoue que le nouveau plateau d'apparition des Cylons de Exodus est vraiment incroyable. Ok, donc maintenant on va rentrer dans la deuxième partie du top. Donc les 5 premiers, ça commence à être vraiment très très bon. On va voir tout de suite ce que tu nous as mis en numéro 5. Numéro 5. C'est Brass. Brass de Martin Wallace. Attention, Brass, Lancashire. Ouais, d'accord. Donc la dernière édition. La réédition. La réédition, j'imagine, qui est quand même beaucoup plus... un petit peu plus joli. Beaucoup plus joli. Donc Brass, c'est un jeu stratégique très dense, très compétitif. Vous devez construire, développer vos industries, vos réseaux de canaux, de rails, et développer votre industrie. On est en pleine révolution industrielle. Ici, les édifices voient leur coût fluctuer en permanence. On va aussi jouer sur 2 marchés de ressources qui fluctuent aussi en permanence en fonction des actions des joueurs. Donc ça va être à vous de toujours faire attention à faire les choses
de façon à ce qu'elle vous avantage vous et pas les autres, parce que comme c'est tout le temps en train de fluctuer, c'est le genre de dilemmes qui sont vraiment au cœur du gameplay. On a aussi tout un jeu de réseau avec les rails, les canaux, avec ici aussi une concurrence très interconnectée. C'est difficile de résumer un Brass en 30 secondes. Allez voir le lieu de chrono. Ouais. C'est un jeu avec beaucoup de dynamique mouvante, de marché, de la gestion de revenus, la gestion de main aussi. Un peu. Du positionnement sur le plateau, voilà, un jeu très interactif, on y retourne, hein, le côté très frontal, enfin quelque part, c'est très interactif aussi à sa façon. Oui, alors je reviens sur la gestion de main. La gestion de main, c'est clairement pas le truc que tu vas retenir de Brass. Non, il y en a un tout petit peu. Ouais. Mais quand même, un poil. Quand même, il faut choisir. Il faut choisir, il faut bien choisir. Mais en fait, Brass, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose, si tu fais la moindre action, tu vas aller vers une stratégie. Et par exemple, si tu dis bah tiens, j'ai envie de développer, donc d'enlever mes bâtiments les plus faibles, bah ça veut dire que du coup tu vas avoir des bâtiments plus forts, mais tu te prives de revenus. Et du coup, si tu te prives de revenus, ça veut dire qu'il faut que tu joues différemment et en conséquence, etc., etc. Donc t'as vraiment une batterie de stratégies qui découle de la moindre action. Et en plus, c'est tout le temps interactif. Il y a du positionnement tout le temps. Il y a effectivement ces cours donc de l'acier et du charbon que tu vas tout le temps faire varier parce que tu vas en acheter, puis machin va en vendre. Parce que du coup, tu peux jouer sur des pénuries et tu peux profiter des bâtiments adverses. Oui. Parce que il faut même. Jean-Daniel va placer une mine de charbon. Si t'es relié à sa mine de charbon, bah plutôt que d'acheter le charbon méga loin et méga cher, tu vas prendre le charbon de sa mine pour construire tes bâtiments et tu vas lui faire gagner des points. Sauf que ça t'avantage peut-être beaucoup plus de faire ton bâtiment à toi et de faire des choses. Vraiment, c'est un jeu qui est tout le temps hyper tendu. En plus, tu vas créer ton revenu, parce que tu vas toucher un revenu tous les tours, et au début, tu te dis, ah, je fais gagner 1, c'est rien, et puis 1 sur 30 tours, en fait, tu te dis, bah, c'est génial, il faut absolument ça. Et ouais, c'est un jeu qui crée des situations de dilemme et de râlerie tout le temps, parce que vraiment, entre joueurs, tous les joueurs, en général, sont un peu au bord de leur siège, en train de dire, non, faut pas qu'il fasse ça, faut pas qu'il me prête ce port, faut pas que... Ah oui, le jeu fonctionne que s'il y a toute cette interconnexion. Si on se met tout seul dans son coin, loin de tout le monde sur le plateau, bah en fait, on n'y arrive pas. Et en termes de game design, mais quel bijou, quoi. C'est vraiment incroyable. Incroyable. Ouais, là et puis du coup, il a réitéré son prodigieux bijou avec un autre opus. Tu l'as testé aussi. Alors, il a été développé par les gens de Roxley, en fait. Brass Birmingham. Alors, j'ai moins aimé. Parce que il y avait une petite surcouche avec de la bière, qui est une ressource qui est obligatoire pour faire certaines actions. J'ai un peu moins aimé. Ça reste Brass, ça reste excellent. Ça rentrait pas dans mon top 10, mais c'était pas loin. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Ouais, peut-être pas quand même. Est-ce que c'est un jeu que tu sors facilement? J'aimerais bien le sortir plus. Mais bon, j'en ai fait un certain nombre de parties quand même. C'est du gros jeu quand même. Et il y a des moments où j'avais la tentation, plutôt en soirée jeu, plutôt que de tester toutes les nouveautés, de jouer à toutes les nouveautés, je me disais, on sortirait pas Brass, et tout le monde disait, ah ouais, un petit Brass quand même. Ah oui. Non, ça piquait un peu, tu vois, tu te dis, t'as toutes les nouveautés que t'as envie de tester aussi, et puis Brass, on y revient. Ouais. Brass, on y revient. On va regarder tout de suite ce que tu nous as mis en numéro 4. En numéro 4... Détective, une histoire de crime moderne. On change complètement d'univers et de style de jeu, puisque là c'est un jeu coopératif, complètement coopératif, avec une campagne donc de 5 cas d'enquête qui sont connectés entre eux. Vous êtes donc des détectives qui travaillent pour l'agence Antares, et le cadre est hyper réaliste, puisque vous allez aussi pouvoir vous servir d'internet pour vérifier des données, le vrai internet, et aussi d'aller sur le site qui a été conçu par l'éditeur Portal, une base de données Antares qui est très très riche aussi. Donc c'est complexe. Comme enquête, ça demande de l'investissement de la part des joueurs,
Après, c'est assez libre, il n'y a pas de tour de jeu, chacun va prendre un peu le rôle qu'il veut autour de la table, et chaque détective a un peu ses compétences propres, donc il y a aussi un peu une gestion de nos ressources, de nos capacités, de notre temps, puisque chaque action coûte du temps dans le jeu, et si on en dépense trop, on va au burn-out. J'avais dit que c'était réaliste, voilà. Donc, et à la fin, un peu comme dans Sherlock Holmes Détective Conseil, vous avez une espèce de quiz et vous devez répondre à des questions pour voir si vous avez bien compris finalement de quoi il retourne dans cette enquête. Sauf que l'appli, elle sait des choses pour toi. Elle sait que tu as trouvé des choses. Oui, ouais. Elle trace beaucoup de choses, elle enregistre beaucoup de choses. Ouais. C'est là où c'est super bien fait. Alors, Sherlock Holmes Détective Conseil, il était dans mon top 25, dans le truc élargi, parce que c'est quand même assez excellent, et littérairement, il y a des trucs cool. Ouais. Détective, c'est pour toutes les raisons que tu as citées, c'est vraiment excellent. Effectivement, on va choisir son rôle. Je me souviens, toi, tu m'appelles, et moi, j'étais sur la base de données en train de me dire, attends, je vais comparer les empreintes digitales de machin avec machin qui doit être son fils, mais on n'est pas sûr. Et du coup, tu commences à établir des connexions, à faire des choses que tu ferais pas forcément ailleurs. Et pour le coup, le job que tu fais sur la base de données, c'est un job d'enquête, mais c'est vrai qu'à un moment, quand tu te retrouves à faire des recherches historiques sur Wikipédia, tu te dis, attends, mais c'est génial, quoi. Je suis juste en train de faire du travail de recherche, quoi. Ouais. Et puis, il y a toute une petite narration qui se monte autour du commissariat, qui est pas mon truc préféré, parce qu'on va à la machine à café, il y a des potins. Ça serait bien qu'il y en ait plus. Clairement, en fait, que ça soit légèrement gamifié, que ça soit pas juste oh, il y a encore des donuts, on va se bouffer un donut. Juste du fluff un peu basique. C'est ça. Mais les scénarios sont très très bien écrits, ils sont profonds. C'est difficile. C'est très difficile. C'est très très difficile, mais en même temps, c'est ça, c'est exigeant. C'est un jeu, là, tu lis les règles, on te dit, bah écoute, il faut que tu prennes 3h30 pour y jouer. Ça demande d'être dans le bon état d'esprit. Ça dans les règles. Si, il te demande d'être dans le bon état d'esprit. Ah oui, ça oui. Il te demande de faire gaffe, d'être dans le bon état d'esprit, que ça va être un peu long. Mais une fois que t'as fait ta partie, waouh, t'as vécu ton film de policier, quoi. Ouais, en tant que personnage principal. Ouais. Et vraiment à tout déterrer. Est-ce que au niveau des règles, moi j'ai trouvé que pour une fois il y avait vraiment un vrai corpus de règles autour du. C'est vrai que c'est pas tous les jeux d'enquête qui proposent ce petit aspect gestion aussi de ses compétences, de ses ressources, de ses capacités. Est-ce que cette partie-là t'a convaincu? Je sais pas. Je dirais que il m'a manqué un tout petit truc en plus pour gamifier ça, parce que finalement tu vas dire tiens, je vais dépenser ma compétence informatique une fois, je vais dépenser ma faveur avec la hiérarchie une fois. Ça va pas très très loin. Je pense que ça aurait mérité d'un tout petit poil de plus, parce que ça pouvait aller un peu plus loin. Le système est solide en fait, et ça pouvait aller un tout petit peu plus loin pour marcher. Et au niveau narratif, est-ce que ça t'a... Et au niveau narratif, waouh, c'est bon. Sinon, ça se retrouverait pas en 4e. Certes. Non, c'est bien écrit. Et quand je dis écrit, c'est pas seulement stylistiquement, vraiment, c'est sur la narration, sur le flow, sur les enjeux en fait. Les enjeux, tu découvres. En fait, c'est juste qu'il y a un moment, tu as l'impression de plus progresser, puis tu découvres un enjeu que tu soupçonnais pas, et tu revois tout passer devant tes yeux. Tu dis mais c'était ça. C'est assez abyssal. Et le côté questionnaire de fin, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Je suis pas. En fait, je trouve que dans les jeux d'enquête, ce qui est important, c'est l'enquête, c'est pas la finalité. Parce que ça te fait vivre un truc, et au final, le questionnaire de fin, c'est juste pour valider, pour performer. C'est pas le truc qui m'intéresse le plus dans les jeux. C'est un peu triste des fois quand tu vois que t'es passé complètement à côté du truc. que t'as juste oublié d'ouvrir la fenêtre pour voir ce qui se passait à côté. Et puis... Mais le voyage avant la destination. Oui, c'est ça. On va voir tout de suite ce que tu nous as mis en numéro 3, parce que là, pour le coup, ça t'a encore plus convaincu. Ah bah, c'est numéro 3. On va voir ça tout de suite. Numéro 3. Alors, le numéro 3... c'est Gloomhaven, qui est juste là. Gloomhaven, coucou. Un très gros morceau. Ouais, 9 kilos de bonheur. C'est ça. Donc un tactical RPG, on pourrait le présenter comme ça. Un dungeon crawler. Un dungeon crawler en coop avec une énorme campagne. Il y a 95 scénarios dans la boîte. On incarne un personnage qui a son propre deck d'action, et ce deck va être amélioré au fur et à mesure des parties de nos choix. À son tour, c'est tout simple. On va devoir choisir 2 cartes.
et ça va déterminer nos choix d'action très tactiques pour la situation, le combat en cours, et ça va aussi déterminer l'ordre du tour, ce qui est assez rigolo, puisqu'on n'a pas le droit de se parler vraiment, on n'a pas le droit de se dire vraiment ce qu'on va faire, mais c'est entièrement coopératif. Donc on découvre un peu au moment où on révèle les cartes si tous nos plans vont pouvoir se dérouler comme on veut, sachant que chaque mission finalement c'est un peu une mission contre la montre, ou plutôt contre notre propre épuisement, puisqu'il va falloir qu'on enlève des cartes au fur et à mesure, qu'on se repose, et ça veut dire enlever des cartes de notre deck, et à un moment donné, voilà, on va plus pouvoir faire grand chose. Donc il va bien falloir choisir les cartes qu'on garde, et ça va dépendre de chaque scénario. Donc il y a un aspect campagne aussi, très vaste, hein, avec, donc je disais, 95 scénarios, une grosse asymétrie, on n'a que 6 personnages de départ, ils vont évoluer, puis ils vont finir par partir en retraite, et là ça va donner accès à de nouveaux personnages. 17 dans la boîte de base. Donc toi tu as fait toute la campagne. J'ai fait toute la campagne. Alors pour revenir sur effectivement l'ordre des initiatives, c'est un peu un The Mind expert. C'est une belle façon de le dire, c'est un peu le jeu dans le jeu. Oui, j'ai fait toute la campagne et je suis à la fin de la campagne de l'extension. Mais pour revenir vraiment à Gloomhaven, j'ai fait toute la campagne et au début, tu te dis tous les scénarios, c'est tuer tous les ennemis, parce que la plupart des scénarios du début, c'est ça. Et malgré ça, en fait, tu te dis mais tous les scénarios sont super différents, parce que tu vas avoir un petit mécanisme dans le scénario qui va faire que tu dois jouer différemment, parce que les monstres vont interagir aussi avec leur comportement. Par exemple, t'as des démons de feu, ils vont créer des flammes, ils vont embraser un petit peu tout, ils vont s'en servir pour te brûler la face. Et puis en même temps, si tu crées de la glace, à un moment, ils vont se réfrigérer tout seuls et ils vont se calmer tout seuls, quoi. Donc t'as vraiment des interactions hyper fortes. Le système de cartes est vraiment incroyable. T'as pas de dés. T'as des paquets de cartes que tu vas pouvoir améliorer au fur et à mesure, et tu peux, au cours de la partie, changer des statistiques en rajoutant des malédictions, des machins dans les paquets, ou des bonus. Et en fait, ça crée vraiment un jeu qui est hyper profond, et à la fois, une fois que tu maîtrises les règles, ça se fait tout seul. Le setup, l'installation et la désinstallation se font pas tout seul. C'est un peu Il y a beaucoup trop de tuiles, il y a beaucoup trop de machins, ça dégueule partout sur la table, mais ça reste très bien. L'idéal reste d'avoir une table dédiée sur laquelle on laisse le matos en place. Presque, si vous pouvez vous le permettre, ça reste... Ou alors que t'aies des joueurs formés et qu'ils aient leur tâche. Quand on met en place, t'as la personne qui met les tuiles, la personne qui s'occupe des monstres, la personne qui met le reste. Et après, ça roule à peu près. Après, ça roule, Au niveau des différents personnages que tu as pu voir dans ta campagne. Tous. Voilà. Les personnages de base, alors, on va se focus là-dessus. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, parce qu'ils sont déjà originaux. Tout l'univers est original, hein. C'est pas les elfes, les orques, etc. C'est inspiré. C'est inspiré d'eux. Il y a une inspiration, évidemment, mais ça reste quand même de la création originale. Disons qu'il y a une patte, effectivement, de création originale. L'univers en lui-même est pas ultra original, et la narration ne l'est pas non plus. La narration est un peu le truc qui est pas ouf dans le jeu. Pêche un peu, parce qu'elle est un peu simplette. Une fois qu'on a lu le brief de mission, on l'oublie complètement. Mais par contre, effectivement, les personnages sont attrayants, ils ont leur petite vie, et surtout, ils ont un gameplay complètement différent. Ça va aller de la voleuse d'esprit qui est en train d'essayer de parasiter les joueurs, les ennemis, de leur dire tiens, je vais déplacer l'ennemi, et puis après je vais faire en sorte que tel ennemi il attaque un autre ennemi, et puis je vais empoisonner mon arme, alors que par exemple tu as le Crackheart, j'ai joué en anglais, je sais plus ce que c'est en français, et le Crackheart en fait il va juste enlever un rocher du sol, le balancer sur ses ennemis, et puis après il va creuser un tunnel et se déplacer. Il balance des cailloux partout. Il balance des cailloux partout, et t'as vraiment des gameplays hyper différents, hyper typés à la fois, et sur chaque personnage tu vas avoir 3-4 gameplays différents, et il va falloir que tu choisisses ou que tu panaches au fur et à mesure que de ta progression, parce que tu peux acquérir des cartes en passant des niveaux. Et puis il faut arriver à communiquer, parce que certains effets de tes pouvoirs vont marcher que si les autres sont bien placés. C'est ça. Donc il y a aussi tout cet aspect coopératif. Le positionnement est vraiment intéressant, parce que justement il y a un peu de communication limitée, et en même temps t'as très envie d'y arriver, et c'est un jeu qui est globalement très tendu. Il n'y a pas beaucoup de scénarios où on se dit c'est bon, on se balade les doigts dans le nez. On est souvent quand même sur la brèche. Au niveau de la difficulté, elle est ajustable. Elle est ajustable. Est-ce que vous avez réussi à toujours ajuster pour que ce soit justement... Alors on l'a
toujours, à part sur l'extension, on a toujours été un petit peu au-dessus de la difficulté parce qu'une fois que tu commences à maîtriser un petit peu le système, bah finalement tu te rends compte que c'est un peu facile. Donc nous on a vraiment ajusté la difficulté au maximum. Sur les tout derniers scénarios de la boîte de base, on avait presque envie de pousser encore un peu plus, mais c'était pas possible. Il y a un petit côté legacy aussi dans le jeu. Tu veux en dire 2 mots? Oui, donc à chaque fois qu'on se déplace de lieu en lieu, on va faire un événement d'une pile qui va grandir en fonction des achèvements du groupe, et on va avoir des cartes de rencontres, et puis suivant ce qu'on va faire dans la rencontre, on va pouvoir déchirer les cartes ou pas. On va coller des bannières qui correspondent également au fait qu'on a fait. Par exemple, si on a fait pote avec le dragon ou si on l'a zigouillé, on a des bannières différentes. Donc c'est vrai que vraiment on voit un petit peu Gloomhaven grandir. J'attends de voir ce que Frosthaven va donner, qui a l'air complètement incroyable en termes de construction de ville. Ça a l'air d'être vraiment le niveau au-dessus. J'ai baqué, on va y jouer l'an prochain, pas de problème. Ok, donc on refera le top dans 1 an, si je comprends bien. On va voir ce que tu nous as mis en numéro 2, parce que justement, côté Legacy, je crois que ça envoie un petit peu du lourd, sans vouloir spoiler. À tout de suite pour le numéro 2. Alors, suspense insoutenable, qu'est-ce que tu nous as caché dans la place du numéro 2? Alors, pour le numéro 2, j'ai choisi Pandémie Legacy, saison 2, mais c'est un top d'honneur pour Pandémie, dans son ensemble. Parce que Pandémie, c'est incroyable. Matt Leacock. Ouais, Matt Leacock. Alors oui, Pandémie Legacy, donc plutôt saison 2. Donc si vous connaissez déjà le principe de Pandémie Legacy tout court, c'est un jeu de campagne persistante. Donc chaque choix que vous allez faire sur un scénario va avoir des conséquences qui vont perdurer pour tout le reste de la campagne. On va altérer le matériel de façon définitive. C'est ce qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Déjà avec le Risk Legacy qui était sorti en 2011. Donc vous allez faire des choix, vous allez du coup coller des autocollants, déchirer des cartes, customiser le jeu et puis découvrir surtout une histoire. Dans Pandémie Legacy saison 2, on se situe 3 générations après 71 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Après la saison 1, donc la fin de l'humanité, on va dire ça. Après une grande catastrophe sanitaire, si ça vous parle. Donc on est des survivants et on va partir découvrir le monde, explorer le monde, voir ce qu'il en reste, et puis essayer de ravitailler finalement les villes que l'on trouve. Et j'en dirai pas plus parce qu'après ce serait vous spoiler, mais il y a un aspect narratif assez fort. Est-ce que ça t'a convaincu de ce côté-là? Nope. Bim. Pourtant, il est quand même il est quand même en place 2. En fait, je trouve que la narration dans Pandémie Legacy, elle est hyper systématique et un peu trop, et il n'y a pas assez de surprises. Alors, il y a des surprises, clairement, dans la saison 1, il y a une surprise. Ah mince. Dans la saison 2, c'était beaucoup plus attendu, beaucoup plus téléphoné, mais en même temps, il y a quelque chose d'incroyable dans ce jeu. Alors, tu as dit qu'effectivement, on partait à la reconquête du monde, plus ou moins, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on commence sur des plateformes marines. Ouais. Et du coup, quand on ouvre la boîte de Pandémie Legacy saison 2, on a juste l'océan Atlantique, on a nos 3 plateformes, et puis 2-3 villes sur les bords. Et à partir de là, on fait des trucs. Il va falloir explorer. Il faut explorer. Et quand on explore, on va coller des gommettes, des autocollants de taille variable sur des lieux, par exemple sur l'Amérique du Sud, et puis ça va nous donner des villes, et après, il va falloir créer des routes. Et en fait, c'est nous qui allons tracer les routes. Et ça, ce truc, tu choisis comment tu vas te pourrir pour toute la campagne. C'est excellent, c'est du génie. C'est vicieux. C'est complètement vicieux. Parce que tu vois pas forcément toutes les implications que ça va avoir. Ouais, mais t'as des façons de jouer avec ou de jouer sans. Si tu fais une bêtise, après t'as d'autres façons de jouer. Et puis après, il y a plein d'autres mécanismes qui viennent se mettre en place. Mais surtout, ce qui change dans Pandémie Legacy saison 2, c'est que Pandémie Legacy saison 1, c'était vraiment 4 extensions qui étaient un peu collées à Pandémie Legacy. Et que tu débloquais partie après partie, et grosso modo, toutes les 3-4 parties, tu avais une nouvelle extension qui arrivait en son complet. Là, Pandémie Legacy saison 2, ils ont dit « Ok, on va prendre le système, on va regarder ce qui fait de lui un système fort, et on va changer un petit peu la donne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 4 maladies, il n'y en a plus qu'une. Cette maladie, du coup, il n'y a plus qu'une sorte de cube pour la traiter. Il y a plein de petites choses qui changent. Plus dans la même logique. Dans le premier, on est peut-être plus dans une logique de guérison, alors dans le deuxième, on est plus dans une logique de prévention. De ravitaillement, effectivement. Est-ce que t'as fait combien de parties? Parce que c'est un jeu où on est 16. un certain nombre, voilà. Ou non, 15. Ok.
Et du coup, est-ce que c'est pas frustrant de te dire finalement une fois que j'ai fait mes 15 parties, le jeu, et tu vas plus le ressortir? Non, parce qu'en fait, grosso modo, après, bon, c'est aussi que moi j'ai plein de jeux à la maison, et Pandemic Legacy saison 1, tu peux le ressortir avec les modules. Ouais. Pandemic Legacy saison 2, c'est pas possible, ça sert à rien. Ouais. Parce que c'est trop dense, c'est trop fort en fait, mécaniquement, pour que tu puisses vraiment rejouer normalement. Ouais. Mais c'est pas grave parce que t'as fait 15 parties et c'est plus que ce que je donne à la plupart des jeux. Je pense qu'aujourd'hui, si je fais 10 parties du même jeu, ben, j'ai de la chance. C'est déjà beaucoup, mais c'est aussi ma position de Ludovox où on reçoit beaucoup de jeux. C'est un peu ton job aussi. C'est un peu le job, ouais. Le côté puzzle game qu'on a dans Pandémie, du coup était un peu modifié. Est-ce que du coup tu retrouves les sensations du Pandémie, on va dire de base, ou est-ce que tu trouves que ça change vraiment ce côté-là? Les deux, ma capitaine, les deux. Parce que t'as vraiment les sensations de base avec le système de menace qui va vraiment se ressembler un petit peu. Mais en même temps, la façon d'y répondre va être hyper différente. Et justement, le bon taf de Pandemic Legacy saison 2, c'est de te faire changer d'objectif tout le temps. Et tu te retrouves à penser la carte différemment, à penser tes objectifs de partie différemment, du coup à penser toutes tes ressources différemment. Ouais. Donc pour moi, supérieur. Supérieur, ok. Et du coup, j'imagine que tu vas rusher sur la saison 0 qui va sortir. On en reparlera. On va passer au numéro 1. Numéro 1. Le meilleur jeu de tous les temps, d'après Mathieu. Attention, c'est tout de suite. Alors, on y est. Le numéro 1 de ce top, le meilleur jeu de tous les temps de Mathieu. C'est pas Magic l'Assemblée. C'est pas Magic l'Assemblée. Ça vous donne un indice assez énorme déjà. Alors, qu'est-ce que c'est? Roulement de tambour. Alors, c'est Android Netrunner, donc de Lucas Litzinger, mais surtout de Richard Garfield. Ouais. Donc, sorti en 2012. Oui. Voilà, donc c'est un jeu de cartes évolutif pour 2 joueurs, strictement 2 joueurs, ou dans un univers très cyberpunk, où un joueur va incarner un hacker d'élite qui va essayer de briser les défenses, les systèmes de sécurité de l'autre joueur pour lui voler ses données, qui sont en fait des points de victoire. Et cet autre joueur donc incarne les corpos, les grandes corporations qui dominent le monde. Et donc lui va essayer de faire progresser ses projets, qui sont ses points de victoire, et de bâtir des systèmes de sécurité, sachant qu'on va jouer beaucoup de cartes face cachée, et que du coup il y a une grosse part de bluff, on essaie de lire un petit peu le jeu de l'autre. Quand on est corpo. Quand on est corpo. Et voilà, c'est un jeu qui a énormément d'extensions. Déjà dans la boîte de base, il y a 7 factions différentes, donc il y a déjà de quoi faire. Et après, si vous voulez changer vos decks et tester de nouvelles stratégies, il y a plein d'extensions qui sont parues. Après, les extensions, elles enrichissent les factions. Plutôt que de placer des nouvelles factions, elles vont surtout enrichir les factions existantes. Ouais. Que dire Par où commencer sur ce monstrueux jeu? Déjà, on va parler de thématiques et de mécaniques. Alors, la plupart des jeux qui sont très thématiques, ils ont des mécanismes qui arrivent à créer des sentiments. Ouais. Et l'asymétrie, quand ça arrive à son but, ça crée une histoire directement. Et là, vraiment, tu sais que tu vois les plans de la corporation, la bureaucratie qui s'installe, qui s'enlise, qui s'encroute un peu, alors que le runner, le pirate, il est en mode tiens, je vais jouer des cartes, je vais faire des machins, et il est en train de faire des actions un peu folles et il prend beaucoup plus de risques, alors que la corpo est beaucoup plus mesurée dans son approche et dans le design. Conservatrice. Il y a quelque chose d'assez incroyable, et dans les règles aussi. Ouais. Après, c'était un des premiers JCE dans lesquels FFG, l'éditeur, a décidé d'avoir une approche très libre et donc de décider de laisser aux joueurs de faire ce qu'ils voulaient faire. C'est-à-dire qu'avant, si on prend l'exemple de Magic, on a la phase de dégagement, la phase d'entretien, la phase de pioche, la phase principale, la phase d'attaque, la deuxième phase principale, machin. Ici, on commence à jouer, on a un certain nombre d'actions à dépenser, on fait ce qu'on veut avec, et une fois qu'on a fini, c'est à l'autre joueur. Et en fait, c'est au cours de la résolution des actions qu'il va se passer des interactions avec des cartes, avec l'autre joueur, et c'est vachement plus intéressant comme ça. Parce que t'as l'impression de moins être enferré dans une logique très très castratrice. Ouais. Est-ce que tu as un rôle préféré dans les deux? Je préfère corpo. En fait, runner, donc pirate, c'est quelque chose où tu vas vraiment y aller un peu, tu vas dire ok, là je vais attaquer là, je vais attaquer là, je vais attaquer là. C'est très méthodique pour moi.
alors que Corpo, il y a plus le côté mind game et bluff que t'as vraiment... Moi, ça me fait vachement plus plaisir de jouer Corpo, même si Pirate, c'est top. Et t'as une faction préférée? Est-ce que j'ai une faction préférée? Je pense que j'aime bien Asbiroid. Alors, c'est une faction qui va gérer le temps et qui va avoir des protections que le runner peut briser simplement en payant son temps. Donc il y a plein de choses que tu vas faire différemment des autres parce que tu sais que tes protections elles sont en mousse. Quand le runner met du temps dedans, tes protections elles valent pas grand chose, mais en même temps du coup elles sont assez fortes et si tu lui fais perdre du temps d'autres manières, et ben en fait tu vas vraiment arriver à lui faire des choses incroyables. Alors toi, il est supérieur pour toi à Magic, à tous les autres, parce que je sais que tu as quand même joué à pas mal de jeux dans le genre, de JCE, oui. Et même en tournoi. Est-ce que du coup, pourquoi celui-là, c'est au-dessus? Alors, pour moi, il est au-dessus parce que il y a une plus grande richesse de construction. En fait, t'as vraiment dans la plupart des JCC, JCE, tu vas avoir dans l'environnement compétitif, tu vas avoir un certain nombre de decks qui va tourner. C'est aussi vrai pour Netrunner. À chaque extension qui sortait, il y avait peut-être une dizaine de decks pour chaque côté qui étaient un peu viables. Mais en fait, si tu y joues hors tournoi, vraiment en mode sympa, t'as une liberté de construction qui est vraiment folle. Parce que t'es pas limité en fait au niveau du nombre du genre de cartes que tu vas pouvoir mettre. Tu sais que tu vas jouer les cartes de ta faction, les cartes neutres, et après t'as un pool de points que tu vas pouvoir utiliser pour les cartes d'autres factions. Donc tu vas avoir une façon de construire les decks vraiment très très libre et vraiment très agréable. Et le système de ressources est agréable. J'aime pas le système de terrain de Magic. Je peux en parler pendant des heures. C'est dit. Mais en fait, dans Netrunner, il n'y a pas ça, il n'y a pas de lourdeur, les parties durent pas très longtemps, ça s'enlise jamais, quoi. Et thématiquement, c'est quand même très, très poussé. C'est poussé, c'est engagé, c'est cool, c'est beau, voilà. Bon, bah merci Mathieu. C'était pas trop dur du coup de mettre Netrunner en premier. Ça, c'était évident. Je me suis vraiment demandé si Pandémie Legacy saison 2 était devant, mais en même temps, si thématiquement, si la narration m'avait convaincu dans Pandémie Legacy, ça serait passé devant. Mais non. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Je crois qu'il faut dire au revoir à nos... Non, il faut qu'on vous dise un truc. Vous pouvez aller sur le site, vous allez trouver plein de choses, notamment des choses dont on a parlé, des Just Play de Gloomhaven, etc. N'hésitez pas aussi à fouiller si vous voulez plus de précision sur les jeux, donc vous pouvez aller voir les Ludochrono. Si vous aimez nos contenus, vous pouvez nous soutenir en allant sur les liens partenaires ou en allant sur Tipeee. Ça nous fera plaisir et je suis sûr que ça vous fera plaisir aussi. Merci beaucoup Mathieu. Merci à toi Marilyn. Et à très bientôt sur Ludobox. Ciao. Ciao.